présent à chaque souffle, il nous guide, nous transporte, nous procure une émotion instantanée, nous bouleverse, nous traverse, nous submerge, nous apaise. Qui est-il ? Derrière cette énigmatique description se cache l'odorat. Propre à chaque être, l'odorat, par son puissant pouvoir, nous rappelle un être cher, un souvenir unique. Je suis Anne-Laure Johalan, hôte de ce podcast Sens figuré. Depuis l'enfance et de manière indescriptible, j'ai ressenti intensément les émotions et les odeurs. Mon histoire personnelle est mêlée d'images, mais aussi d'odeurs, me rappelant mes origines, des galettes de ma grand-mère le mercredi midi, à l'odeur rassurante du figuier les soirs d'été. Passionnée par le pouvoir aux multiples facettes de l'olfaction et des fragrances, avec ce podcast, je pars à la découverte, avec vous, de cet univers fascinant qui recèle, à mes yeux, de nombreux mystères. Avec Sens figuré, je vous emmène à la rencontre de ceux qui, enfants, ressentaient les odeurs avec une sensibilité exacerbée pour poser un doux regard sur le monde, qui ont osé, un jour, à la faveur d'une rencontre, d'un élan du cœur, d'un saut dans l'inconnu, dans l'irrationnel, dans l'imperceptible, tracer un sillage différent de celui qu'ils avaient imaginé jusqu'alors. Ils ont osé faire vibrer et réveiller ce qui était présent au plus profond de leur âme, convaincus que les senteurs pouvaient transformer leur vie et celle des autres. Avec Sens figuré, je vous emmène avant tout à la rencontre de passionnés de parfums, de senteurs, de fragrances qui vous transporteront pour un voyage olfactif au cœur de vos émotions. Inspirez, sentez, ressentez et découvrez. Vous écoutez mon podcast Sens figuré et vous aimez ma manière de sonder les cœurs et les esprits de mes invités au fil des épisodes ? Dans la lignée de ce podcast, je propose d'écrire ou d'enregistrer pour vous, poser des émotions sur vous, votre parcours, vos créations, fidèles à l'approche que vous pouvez percevoir via Sens figuré. Je propose également des coachings personnalisés, de retour à la connaissance de soi, pour faire des choix en conscience et atteindre avec sérénité vos réalisations et vos objectifs. Pour ce nouvel épisode, je suis allée à la rencontre de Anne-Cécile Pouan, directrice de l'Osmothèque à Versailles. Au milieu d'une salle entourée de flacons bruns recélant des trésors de l'histoire de la parfumerie, je l'ai interrogée sur son parcours qui l'a conduite à l'Osmothèque. Nous sommes ensuite revenus sur la vocation initiale de l'Osmothèque, sur les conditions de conservation de ces trésors de la parfumerie anciens ou plus contemporains, mais également sur la nécessité de conserver une mémoire olfactive de la parfumerie fonctionnelle qui imprègne notre quotidien depuis la plus tendre enfance. Anne-Cécile évoque l'inspiration que les étudiants venus de tous horizons viennent puiser dans les flacons, la reconstitution de fragrances pour des expositions telles celles consacrées à Paul Poiret, actuellement au Musée des Arts Décoratifs à Paris, ou encore ces particuliers souhaitant raviver leur souvenir olfactif d'être aimés en humant des fragrances aujourd'hui disparues. Au terme de cet épisode, je vous souhaite, vous aussi, d'humer les parfums de moments heureux de votre vie ou d'être aimé, pour les capturer dans votre esprit pour l'éternité. Bonne écoute. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour. Je te remercie sincèrement d'être la nouvelle invitée de mon podcast Sens figuré. Alors, pour commencer, je vais débuter par ma traditionnelle question désormais. Si tu devais te décrire par un parfum ou une odeur, quelle serait-elle ou quel serait-il et pourquoi ? C'est une question qui m'est compliquée parce que voilà, j'ai du mal à réduire le champ de la réflexion à un parfum ou une matière, mais je me suis dit quand même que s'il fallait que je trouve quelque chose qui me décrive, je crois que je serais forcément dans le registre des chypres, puisque, que je le veuille ou pas, c'est une famille qui me rattrape en permanence. Et donc, si je me disais qu'un chypre pas trop rétro, mais qui incarne plutôt
ce que peut être un chypre aujourd'hui, j'irais sur un parfum, par exemple, comme le Cri de la lumière de Marc-Antoine Corticato, qui Mm. est pour moi un très très beau parfum. Et j'aime à me dire que quand je le porte, les gens m'interrogent et me demandent ce que je porte. Et donc voilà, j'aime bien être ce parfum très beau, très lumineux et quand même très chypre aussi. Donc voilà, allez, le Cri de la lumière en toute modestie. Mais c'est une modestie complètement assumée et tu as parfaitement raison. Donc, à la fois de la lumière et quelqu'un qui laisse aussi une trace dans les esprits des gens. C'est un peu prétentieux, Mais c'est moi qui l'ai dit. et voilà. Alors, Anne-Cécile, justement, tu parles parfaitement des parfums. Est-ce que tu es tombée dans le flacon de parfum dès toute petite? Alors, c'est amusant cette question parce que maintenant que je prends un petit peu de recul sur mon passé professionnel, rien ne me destinait à être dans le parfum et encore moins dans le volet culturel du parfum. Mais si j'analyse un certain nombre de moments, je crois que j'ai tout fait inconsciemment pour toujours côtoyer le parfum. Hmm. Alors, je peux développer. Il y a une Oui. petite anecdote qui commence à être célèbre à mon sujet, qui est que quand j'étais assez jeune, je me souviens plus exactement l'âge, mais j'étais sur une vente de charité et mes parents m'ont donné 2 francs, je crois, à l'époque, pour aller chercher un goûter. Et je suis revenue avec 2 bouteilles de parfum vide achetées sur le stand brocante de la vente en question. Et donc, quelque part, j'aime me dire quand même que c'était un signe, parce qu'un enfant qui s'achète 2 bouteilles de parfum vide anciennes plutôt qu'un goûter, c'est qu'il y avait quand même quelque chose qui l'attirait. Et puis après, je me souviens aussi que mes parents, un peu désespérés de savoir vers quoi j'allais m'orienter peut-être dans les années qui viennent, m'avait proposé d'aller travailler 2 jours chez une femme qui avait des parfumeries. Et je pense que j'étais pas encore au lycée, peut-être les années collège. Et je me souviens que ça m'avait fascinée, que j'avais adoré cette expérience. Et c'est pas forcément à cette époque-là le parfum en tant qu'odeur qui m'a attirée. C'était plutôt l'univers du parfum dans ce qu'il véhiculait de glamour, de beau, de luxueux, de presque un peu inaccessible parce que les parfumeries de mon enfance étaient des parfumeries qui étaient beaucoup plus cloisonnées, beaucoup plus fermées, avec des comptoirs, il fallait pousser la porte. C'était pas les libres-services comme chez Sephora aujourd'hui, par exemple. Donc voilà, et puis après, on se souvient qu'on a collectionné des miniatures, et puis on se souvient qu'on a vécu des moments intenses avec les premiers échantillons de Dior Poison. Je me souviens de pommes que je me mettais derrière les genoux parce que ça sentait tellement fort que c'était pas possible de porter ça dans le cou. Voilà, donc en fait, le parfum m'a accompagnée assez régulièrement au long de ma vie et quand j'ai commencé à travailler, mon premier job à Paris, c'était dans une agence de design qui faisait à 80% des flacons de parfum. Donc en fait, je suis entrée, on va dire, professionnellement dans l'univers du parfum par le flacon et par l'identité. Donc aujourd'hui, à l'Osmotech, je suis aux antipodes, puisque là, je suis vraiment dans le flacon et dans ce qu'il contient. Donc j'aime à me dire que quelque part, j'ai fait un parcours quand même à 180 degrés, voilà, du flacon à l'ivresse du flacon, on va dire. Et j'ai trouvé ça passionnant. Je trouve toujours ça passionnant et je ne finis pas de découvrir le bonheur d'être dans le parfum. Ah, donc effectivement, il y avait je vais pas dire ce fil conducteur, mais ce sillage conducteur finalement du parfum dans toute ta carrière. Ben oui, Inconscient. oui, absolument. Moi, je dis toujours que le design, j'y suis rentrée parce que c'était le luxe qui m'intéressait. J'avais une Mm. formation pour aller dans le luxe et que j'y suis entrée par une porte qui était pas celle attendue, le design, la création. Je pensais plutôt marketing communication à l'époque. Et puis, il y a eu cette opportunité et de découvrir les projets de parfum par l'envers du décor, c'est-à-dire par quelque chose qui commence très en amont. Flacon, on y travaille très tôt en amont, de voir un peu comment ça se passe, de voir ces métiers qui, on va dire, font la chaîne qui constituera à la fin un parfum qu'on lance sur le marché,
qui vont du parfumeur évidemment, du Mm. designer, de la publicité, des verriers, des gens de marketing. Enfin moi j'ai beaucoup aimé être à ce poste d'observation. Et aujourd'hui à l'Osmotech, je suis également à un poste d'observation, alors avec un grand luxe qui est d'être côté culturel. Alors je dis que c'est un grand luxe, c'est aussi une grande difficulté, mais c'est un grand luxe parce que la parfumerie, c'est quand même un business aussi, et j'ai la chance d'être complètement détachée des contingences, on va dire, commerciales et business de cet univers. Donc en fait, j'ai que la cerise sur le gâteau, à savoir le plaisir de la culture, du patrimoine, de la mémoire. Bien, je te remercie pour cette réponse. Et justement, tu évoques l'osmothèque. Donc moi, mes auditeurs sont majoritairement des gens du grand public qui, je m'en excuse, ne connaissent pas tous l'osmothèque. Est-ce que tu peux nous parler de l'osmothèque, ce qu'est cette institution, quels sont ses rôles également? Alors l'osmotech, c'est une idée géniale qui était pionnière à son époque. Et je rends hommage vraiment aux fondateurs de l'osmotech qui sont des parfumeurs qui, il y a maintenant plus de 35 ans, ont eu une idée assez novatrice, assez pionnière de se dire que des pans entiers de l'histoire du parfum disparaissaient parce que c'est la vie des entreprises de s'arrêter, d'être vendues, de faire faillite, de disparaître. Les modes changent, les parfums changent, et il y avait des grands accords de parfumerie et des grands parfums qui disparaissaient, qui n'étaient plus produits, donc plus portés, donc plus sentis. Et eux, dans le cadre de leur travail en tant que parfumeurs, ils avaient besoin d'avoir un outil qui soit un référentiel pour se dire, la parfumerie a des familles, elle classe ses Mm. parfums, cette famille, pour faire simple. Et donc, ces parfumeurs, quand ils faisaient ce travail de classer leurs parfums, faisaient référence à des grands accords majeurs ou à des grands parfums que plus personne ne pouvait sentir. Donc, ils évoquaient uniquement avec leur mémoire et probablement un peu de nostalgie. Et donc, leur est venue l'idée, et c'est Jean Carléo qui a vraiment été porteur de cette idée-là et qui a travaillé avec un collectif de parfumeurs de sa génération, de se dire, mais c'est quand même dommage, il faudrait retrouver la trace de ces parfums qu'on fait les grandes heures de la parfumerie française ou qu'on fait des grands accords majeurs qui structurent encore la parfumerie Mm. d'aujourd'hui, et donc d'aller retrouver qui sont les héritiers, où sont les formules, est-ce qu'on peut les reconstituer dans le but uniquement de les faire sentir, de pouvoir encore les sentir. Et donc ce besoin qui était lié à leur activité initialement est vite devenu une quête finalement de recherche des parfums perdus qu'ils ont tout de suite eu envie de partager avec le grand public. Et ça a vraiment été l'idée géniale de se dire, on va remonter, retrouver la trace de ces parfums disparus, les remonter, les refaire. Nous, on dit les repeser parce qu'ils partent d'une formule où il y a des Ouais. poids à respecter, des mesures, et tout de suite de proposer au grand public de leur faire découvrir ce qui, à l'époque, était très peu connu, c'est-à-dire cet envers du décor de la Mm. parfumerie. Qui étaient ses créateurs? Comment ils travaillaient? Pourquoi ce parfum était important et pourquoi il a peut-être eu ce succès-là. Et donc c'est vraiment venu d'une idée de se dire, mais il faut essayer d'aller contre l'oubli, contre la détérioration, puisqu'un parfum, même si vous le gardez le mieux possible, il se détériore. Et donc leur idée de départ, c'était vraiment de dire, il faut qu'on puisse garder la trace de ces parfums. Et l'osmothèque, osmo, osmé, c'est l'odeur, teke, rangement. On est vraiment dans une bibliothèque. Et ici, où on se trouve aujourd'hui, on est entouré de frigos qui ressemblent un peu à, on pourrait imaginer une bibliothèque de livres, bah, sauf que là, c'est des parfums qui sont emprisonnés dans des petites fioles qui les conservent, on va dire, de façon optimale. Et on a aujourd'hui 6000 parfums dans cette collection, dont un bon millier qui sont totalement disparus des circuits D'accord. commerciaux et qui nous permettent aujourd'hui de retracer olfactivement 2000 ans d'histoire du parfum. Donc, on est parti d'un premier parfum, deuxième, troisième, et vraiment, je rends hommage à ces parfumeurs parce que à l'époque où ils ont commencé cette collection, personne ne parlait de patrimoine olfactif. Mm. Personne ne s'intéressait à ces vieux parfums un peu vintage qui finalement avaient fait leur époque. Et c'est parce qu'eux avaient la conviction que un jour on allait regretter en fait de ne pas avoir pris soin de garder la trace. Et garder la trace d'un parfum, c'est pas acheter une bouteille et la garder sans l'ouvrir, parce que ça s'abîme quand même. Se mettre en capacité de
continuer à transmettre aux générations futures ces parfums, ça veut dire avoir leur formule, ça veut dire avoir les ingrédients, ça veut dire faire en sorte de continuer dans 10 ans, 20 ans, 30 ans à avoir ces ingrédients pour les refaire strictement comme ils étaient quand ils ont été lancés. Donc c'est un vrai travail qui ne Mm. rapporte rien à part des ennuis, qui est ingrat, qui demande beaucoup de recherche. C'est vraiment une archéologie de la Ouais. formule, une archéologie des ingrédients. Et plus on remonte dans l'histoire, plus c'est compliqué parce qu'il y a moins de traces écrites, parce que c'est moins précis. Et c'est vraiment ça qu'ils ont voulu faire. Et ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui cette institution culturelle qui est unique en son genre. Il n'y a qu'une seule osmothèque au monde. On a la chance qu'elle soit française et qu'elle porte un peu l'étendard, on va dire, de cette parfumerie française qui a fait autorité dans le monde entier à partir de, on va dire, des années un petit peu avant 1900 et pendant encore aujourd'hui. Moi, je reviens de Shanghai où avait lieu Mm. un salon important sur la parfumerie de niche et j'ai été surprise de l'accueil qu'a eu l'exposition qu'on a proposée, qui était en fait 33 chefs-d'œuvre incarnant l'histoire de la parfumerie, où on a eu un public chinois passionné et qui, sur les réseaux sociaux, n'a eu de cesse de dire merci de nous avoir apporté ces chefs-d'œuvre jusqu'en Chine. Donc, il y a encore quand même cette fascination pour cette grande parfumerie française, voilà, qu'on préserve dans nos collections et dans nos frigos. Effectivement, nous sommes entourés dans la pièce où nous enregistrons de frigos. Tu as parlé de reconstitution également de parfums. Quelles sont les conditions dans lesquelles vous conservez ces parfums et comment vous reconstituez aussi les parfums? Alors, les conditions de conservation, je vais faire rapide, c'est un peu comme le vin. C'est-à-dire que ce qu'on cherche à avoir, c'est une température assez constante. Alors, nous, ici, on est à 12 degrés. C'est pas gravé dans le marbre. On serait à 13 degrés ou à 11 degrés, ce serait pas un souci. Ce qu'on cherche, c'est à ne pas avoir de variation de température et de rupture violente, on va dire, dans la température. Ensuite, on est dans une pièce qui est plutôt sombre et les flacons, les parfums sont tous reconditionnés dans des verres bruns anti-UV pour protéger du rayonnement lumineux. Et la troisième chose que l'on fait, c'est qu'on essaye de préserver au maximum de l'oxydation naturelle qui se fait au contact de l'air. Dans tous nos parfums, à chaque fois que la bouteille est ouverte, on vient mettre un gaz lourd, inerte, qui vient créer une protection, on va dire, pour limiter l'oxydation. Donc, on travaille avec de l'argon et donc, moyennant quoi, à l'abri de l'air, à l'abri de la lumière, à l'abri des variations de température, on est dans des conditions optimisées pour conserver le plus longtemps possible les parfums en bon état. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'on les sauve pour l'éternité, parce que naturellement, ils vont continuer très doucement à se détériorer. Donc c'est là où entre en scène le fait d'avoir la capacité de les refaire. Quand on a un parfum très ancien dans nos collections, ça ne veut pas dire que c'est un parfum antique qui date d'il y a 150 ans, ça veut dire qu'on s'est mis en capacité de repeser, de restituer à l'identique le parfum d'il y a 150 ans. Donc ça, c'est les conditions optimales de conservation. Et après, qu'est-ce qu'on a dans ces frigos? Donc, dans ces frigos, on a évidemment des parfums disparus, mais on a aussi une collection vivante. On serait dans Mm. un musée, on dirait qu'on a des collections antiques et des collections contemporaines, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas de quoi sera fait le patrimoine de demain, et qu'on a Exactement. cette humilité de se dire, on ne sait pas qui sera encore là demain, qui aura évolué, quels sont les signaux faibles qu'on distingue pas forcément aujourd'hui en création, mais qui demain seront des marqueurs très importants et annoncent des révolutions. Donc on est assez humble dans l'ouverture de cette collection à ce que produit la parfumerie aujourd'hui. Donc cette collection, elle est vivante, elle évolue en permanence, avec juste pour nous une idée de se dire, les parfums anciens, on les surveille de plus près parce qu'on veut être en capacité de continuer à les refaire pour les sentir des siècles et des siècles. Et pour l'éternité. Justement, moi, ça m'amène à te poser deux questions. Tout d'abord, la première, quand tu parles de reconstituer les parfums, aujourd'hui, on sait qu'il y avait des matières premières qu'on pouvait utiliser à l'époque, à une certaine époque, et aujourd'hui qu'on ne peut plus utiliser en parfumerie puisque les normes ont changé. Comment vous faites dans ces cas-là? Ah ben nous, on a un grand luxe ici, c'est que les normes ne nous concernent pas trop. Ah, Dans on la échappe à la mesure loi, à l'osmothèque. on y échappe pour deux raisons. C'est qu'on ne commercialise aucun parfum Ok. et on ne porte aucun parfum sur la peau.
Donc on les fait sentir, découvrir sur des touches. Donc voilà, et puis on les commercialise pas. Donc on n'est pas assujetti déjà à toute une partie de la législation qui concerne la commercialisation des parfums. Après, oui, la palette du parfumeur, elle a énormément évolué. Et c'est pour ça que, en parallèle de notre travail sur les formules, on a un gros travail, qui est peut-être même le travail le plus complexe aujourd'hui, de se mettre en capacité de garder des ingrédients qui disparaissent de la palette, donc qui disparaissent de la production industrielle, donc potentiellement que demain on aura du mal à trouver. Et c'est là où en fait on a cette expérience aussi de près de 40 ans de conservation qui fait que on s'intéresse au fond de cuve, on s'intéresse aux fins de production, on a des accords avec des laboratoires, et là je pense par exemple au laboratoire de l'Université de Versailles, l'Institut Lavoisier, qui s'est engagé à refaire de façon très très, on va dire, pour les besoins de l'osmothèque, certaines molécules disparues ou interdites en petite quantité. Donc on a tout un, on va dire, toute une ingénierie autour de nos parfums pour être en capacité de continuer à utiliser ces matières. On sait bien qu'il y en a quelques-unes pour lesquelles inexorablement ça deviendra compliqué. Mhm. Euh, donc, dans ces cas-là, on sera certainement amené un jour à dire, bah voilà, on a pu reconstituer 90% du parfum, mais il y a un ingrédient qu'on n'a pas. Et là, il y aura des décisions à prendre. Est-ce qu'on le substitue? Parce que parfois, il y a des substitutions qui Oui. sont possibles. Ou est-ce qu'on ne le substitue pas et on ne refait pas le parfum? Là, il y a des arbitrages qui sont pris, on va dire, collégialement ici. Et parfois, il faut accepter que sentir quelque chose qui s'approche, ce sera mieux que rien sentir du tout. Oui. Aujourd'hui, la méthode qu'on applique, qui a été vraiment la méthode des fondateurs, c'est d'avoir 100% des ingrédients et une formule pour travailler. Si on n'a pas 100% des ingrédients ou si on n'a pas de formule, on ne refait pas le parfum. Donc ça nous oblige à quelque chose de très très, on va dire, complexe. Et les problèmes sont pas tant aujourd'hui sur les ingrédients, c'est plutôt sur ce qu'on appelle les bases. Les bases, c'est des espèces de pré-cocktails généralement qui Mhm. enrobaient une matière première ou qui reconstituaient une odeur difficile à avoir par ailleurs. Et là, il y a eu une déperdition de connaissances, on va dire, sur la composition de certaines bases. Et ce savoir qui n'est pas toujours écrit non plus. Ouais. On est quand même dans un métier de secret, la parfumerie, donc voilà, tout n'a pas toujours été gravé dans le marbre ou écrit dans les registres. Certains ont porté leurs secrets dans leur tombe, si je puis dire. Oui, absolument, et c'est vraiment dommage parce que bah, de temps en temps, on est voilà, face à un mur et on ne peut pas refaire le parfum. Là, par exemple, on se heurte sur un parfum ancien, un parfum qui date de 1800 et quelques années. Il y a une base dedans qui pèse beaucoup et personne ne sait ce qu'il y a dans cette base. Et donc ça, c'était pour le passé, mais aujourd'hui, donc je pense que si on a une vigilance et une attention plus particulière pour conserver le patrimoine actuel pour le futur. Aujourd'hui, moi, par exemple, je crée un parfum. Quelles sont les conditions pour rentrer à l'osmothèque, pour faire partie de ces fameux flacons dans les caves? Alors, il n'y a pas de conditions a priori drastiques pour rentrer dans la collection. On a une collection qui est généreusement ouverte à la création et qui a, on va dire, je fais abstraction des repesées dont on a parlé, mais il y a deux canaux d'entrée. Soit effectivement, il y a des dépôts spontanés, et aujourd'hui, ces dépôts spontanés, ils sont souvent euh, l'œuvre de petites maisons qui se lancent et qui, quelque part, ont la fierté d'intégrer la grande histoire du parfum en déposant leur parfum chez nous. Outre le fait que ça fait en plus une jolie opportunité de communication Oui. pour elle, d'intégrer cette collection. Donc ça, c'est ce que je vais appeler les dépôts spontanés. Et je me répète, je reviens de Chine et là, j'ai eu des confiés de 3, 4 marques qui m'ont dit, bah voilà mon parfum pour entrer dans la collection. Donc il y a un démarrage de département Mhm. chinois spontané. À côté de ça, nous, depuis des années, on a des critères de parfums qu'on doit avoir dans la collection, qu'on souhaite avoir dans la collection. Et comme l'osmothèque est une émanation d'une autre structure associative qui s'appelle la Société française des parfumeurs, historiquement, on a toujours travaillé en collaboration avec cette Société française des parfumeurs qui identifie un certain nombre de parfums tous les ans, qui a une liste
pour les intégrer dans sa classification des familles de parfums. Et donc, nous, on travaille à partir de cette liste et c'est un socle de parfums que l'on demande aux maisons Oui. de composition pour être sûr qu'elles rentrent dans nos collections. Et après, il y a quelques petits ovnis ou des petits, voilà, des choses qui arrivent un peu, parfois par hasard, et qui viennent aussi enrichir la collection. Quand je dis par hasard, c'est un projet artistique qui n'est pas un parfum qui a été commercialisé, qui ne le sera jamais, mais voilà, on en garde la trace. Et ça a donné l'idée qu'on pouvait peut-être aussi ouvrir une partie de notre collection à ces travaux, on va dire, Mhm. olfactifs, qui ne sont pas toujours des parfums au sens classique du terme. Et donc, on ouvre un département pour l'art olfactif à l'Osmothèque, tout comme on a ouvert il y a, à l'arrivée de l'actuel président Thomas Fontaine, un département de parfumerie fonctionnelle. Donc ces produits un peu du quotidien que Mhm. peuvent être un shampoing, une laque, un savon, et qui sont des marqueurs de notre culture olfactive. Donc un savon non Exactement. savon à la lavande, une laque Elnett qui sent les aldéhydes, un gel de douche qui a marqué les années 90, par exemple. Donc tout ça sont des éléments de notre culture olfactive et on a décidé de les préserver. Et c'est très amusant parce que ça a commencé avec les premiers dépôts qu'on a eu, enfin le premier dépôt qu'on a eu dans ce département-là était un produit iconique italien et non pas français. Donc on fait aussi rêver, on va dire, d'autres pays qui confient leur patrimoine et leur création olfactive à l'osmothèque. Et ça, pour nous, c'est un grand gage de reconnaissance, en tout cas, du travail qu'on a effectué ici depuis une quarantaine d'années. Oui, et cette parfumerie fonctionnelle, ce sont aussi des souvenirs d'enfance. Il y a eu des hors-séries du Monde cet été justement sur les parfums d'enfance, et c'était voilà la laque, la poudre Cadom, des savons iconiques. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que l'odeur est partout, le Oui. souvenir olfactif, il est partout, dont dans les parfums, dont dans les produits d'hygiène, dont dans les recettes de cuisine de famille. Mhm. Nous, on couvre une petite partie, hein, la partie, on va dire, un peu glamour, paillette, créative que représente le parfum, mais la mémoire olfactive, c'est bien d'autres choses que les parfums qu'on porte pour se faire plaisir ou pour se sentir bon. Exactement. Et donc, on a évoqué la partie conservation, le fait que vous aviez en charge le patrimoine finalement olfactif même du monde entier. Et à qui vous ouvrez justement ce patrimoine olfactif que vous conservez? Alors historiquement, l'osmothèque, elle a, bien que créée par des professionnels, avant tout pour des professionnels, elle a tout de suite ouvert, elle s'est tout de suite ouverte au grand public, avec cette idée que c'était trop dommage de garder pour Oui. un cercle restreint les découvertes, les recompositions de parfums qui avaient été faites. Donc elle a toujours eu un pied dans la profession et un pied dans le grand public. Et entre les deux se trouve une immense, enfin, des Mhm. immenses communautés. Alors, soit de passionnés de parfum, il y a des communautés de parfum, des gens qui vont manger matin, midi, soir du parfum et qui vont s'intéresser à toutes les activités autour du parfum. On a des néophytes qui un jour voilà, viennent à une porte ouverte ou autre et qui découvrent la magie de ce sujet parfum et qui se mettent à s'intéresser, à se former, à se documenter. Et aujourd'hui, on a un niveau de connaissance qui monte globalement avec des gens qui deviennent, enfin, du grand public qui devient très expert sur le sujet parfum. Et puis, on a aussi, on va dire entre les deux, une large communauté d'étudiants. Il faut savoir que l'Osmothèque, à sa création, elle a été hébergée sur le campus d'une école de référence mondiale qui forme des parfumeurs. Et donc, elle était déjà, on va dire, à deux pieds dans l'univers étudiant, créatif, chercheur. Et donc, elle parle beaucoup à ces étudiants-là. Alors, pas que les étudiants en parfumerie, parce que, effectivement, les étudiants en parfumerie, ceux de l'école ISIPCA, puisque je parlais d'elle, et puis d'autres écoles ou d'autres formations depuis, ne sont pas les seuls à s'intéresser au parfum, mais le parfum est un sujet qui a des connexions avec la Oui. mode, avec la cuisine, avec l'œnologie, avec un certain nombre de domaines qui font que on peut être amené, même si on n'est pas dans la parfumerie, à s'intéresser au sujet parfum. Oui. Exemple, la mode, le développement de la parfumerie s'est à un moment donné lourdement appuyé sur les maisons de couture qui ont été les premières Mhm. ambassadrices de la parfumerie française. Et du coup, bah, tout étudiant en mode, à un moment donné, va rencontrer le parfum dans la maison.
l'histoire de mode auquel il s'intéresse. On a quand même les couturiers parfumeurs, ça a été un axe de développement depuis Paul Poiret très très Oui. important pour notre parfumerie. Et donc, bah, voilà, couture et parfum, c'est très lié. Donc, on a énormément d'étudiants en mode, par exemple, qui viennent bah, voilà, voir ce que la marque ou la maison a fait quand elle a fait du parfum. Et justement, tu évoques Paul Poiret. Il y a une exposition, je crois, qui va bientôt se terminer au Musée des Arts Décoratifs Paul Poiret, et vous avez fourni un certain nombre de fragrances. Alors, faut pas me lancer sur Paul Poiret, parce que moi, j'adore Paul Poiret, même s'il paraît qu'il avait un caractère assez terrible. Oui, Paul Poiret, c'est un peu un des fleurons de notre collection, parce que c'est le seul endroit au monde à l'Osmothèque où on peut encore sentir les parfums de Paul Poiret. Alors, pas tous, on en a refait un certain nombre. On en a encore quelques-uns dans nos coffres-forts. On a les formules, mais qu'on n'a pas encore refait. Mais on a une quinzaine de parfums de mémoire de Paul Poiret. Et donc, quand le Musée des Arts Décoratifs a envisagé de faire cette grande rétrospective sur Paul Poiret, bah, il s'est adressé à nous pour pouvoir faire sentir quelques parfums de Paul Poiret. Et donc, on a repesé d'ailleurs pour l'occasion et prêté des parfums, alors qui sont pas commercialisés sous le nom de Paul Poiret. C'est un petit peu la Mm. difficulté, c'est que Paul Poiret, il avait créé une maison, Les Parfums de Rosine, du nom de sa fille, tout comme il avait fait les ateliers de Colin, par exemple, du nom d'un de ses garçons. Donc en fait, il a créé des parfums sous un nom de marque qui n'était pas le nom de sa marque de mode. Donc, Paul Poiret, Parfum de Rosine, Parfum de Rosine par Paul Poiret. Et donc on a, oui, prêté trois. Alors, c'est des parfums qui sont un peu des ancêtres de ce qu'on appellerait aujourd'hui la parfumerie de niche, c'est-à-dire c'est pas des parfums qui ont eu des diffusions Mm. énormes, mais c'est des choses qui étaient très pilotées par Paul Poiret, dans lequel on voit qu'il a mis beaucoup de sa direction artistique, et c'est des très beaux témoignages finalement de ce que va être la parfumerie un peu libre et un peu parce qu'on est convaincu que Paul Poiret était quelqu'un de très libre dans sa création, d'ailleurs ça lui a coûté cher, mais y compris en parfumerie, on sent qu'il y a une liberté de création qui se retrouve dans ces parfums de Paul Poiret. Et c'est un très beau témoignage finalement de ce moment où le parfum va devenir un accessoire ultime de la Mm. parure. Et ça va devenir voilà, une autoroute pour tous les couturiers ensuite après Paul Poiret qui vont faire leur parfum. Alors, avec plus ou moins de proximité avec leur mode, mais les parfums de Paul Poiret, c'est pour ça que je disais que j'adore Paul Poiret. Je trouve qu'il y a déjà tout dans les parfums de Paul Poiret. C'est ultra créatif. Il a mis des aldéhydes en overdose avant tout le monde. Il a proposé des parfums gourmands, fruités avant tout le monde, qui connaîtront aucun succès dans les années 90, mais c'est pas grave. L'idée, elle était là et elle était chez Paul Poiret. Et puis si on regarde alors l'autre casquette que je peux mettre, packaging identité, Mm. il a tout créé. La boule noire d'arpège, elle est déjà chez Paul Poiret. Le tissu, enfin, les imprimés Liberty qu'on verra chez Paul et Joe beaucoup plus tard, ils sont déjà chez Paul Poiret. La forme de pomme qu'on retrouvera chez beaucoup de marques, elle est déjà chez Paul Poiret. Donc, pour moi, Paul Poiret est quelqu'un enfin, qui est très inspirant pour quiconque travaille aujourd'hui en mode, en packaging ou en parfumerie. Exactement, c'est une très belle exposition d'ailleurs. Et on a évoqué justement les étudiants, la mise à disposition de parfums pour les expositions. Et est-ce qu'un particulier un jour peut dire, moi je veux ressentir le parfum de ma grand-mère, par exemple, et venir ici pour le ressentir et se prendre un shoot de souvenirs de sa Mais grand-mère? c'est vraiment très bien dit parce que c'est exactement ça l'osmothèque et c'est l'autre volet peut-être. J'ai beaucoup parlé de, on est voilà la mémoire d'une Mm. profession, mais on est aussi, et ça c'est absolument fascinant, la la mémoire de mille et une petites histoires, Oui, petites relations au parfum. Et donc oui, on peut venir se faire un shoot de mémoire de sa grand-mère, mais on n'est pas un musée, donc on n'est pas ouvert avec des horaires de musée. On a un conservatoire avant tout, on a des missions qui nous occupent beaucoup, donc on ouvre avec parcimonie que tout le monde ne l'osmothèque. vienne pas Voilà, sentir le parfum de c'est sa pas grand-mère. open bar à l'osmothèque, tout le monde dans les frigos à sentir Oui, ce qu'il veut. On structure un peu ça parce qu'on a des choses précieuses et un peu ouais. fragiles. Mais donc, on fait très régulièrement, on ouvre l'osmothèque à l'occasion d'événements, de portes ouvertes, de journées du patrimoine et de conférences olfactives, qui est un peu la signature de l'osmothèque, puisque n'étant pas un musée, mais voulant faire découvrir ses collections, l'osmothèque a été assez
aussi pionnière dans le fait de dire, bah, on fait des conférences olfactives où vous venez écouter quelque chose que vous sentez en même temps. Et donc, vous pouvez venir ici, le grand public vient d'ailleurs en nombre à des conférences olfactives, alors souvent sur l'histoire de la parfumerie, de l'Antiquité à nos jours, ou sur des thématiques beaucoup plus pointues. Là, on a fait l'année 1925, on va faire la note tabac, on peut faire la maison de Bigan, enfin voilà, il y a mille et une entrées dans notre collection. Oui. Nous, c'est toujours l'idée qu'on vient piocher dans notre collection des choses qui nous permettent de vous raconter une histoire et surtout de vous la faire sentir. Et donc là, quand on reçoit le public, les personnes peuvent tout à fait nous dire, moi, je voudrais sentir le fruit défendu de Paul Poiret parce que c'est le parfum de ma grand-mère, ou Arlequinade, par exemple. Et puis, on prépare le parfum et on s'arrange pour le faire sentir et le remettre au particulier qui nous l'a demandé. Hmm. Et ça donne lieu à des belles émotions, je suppose. Ah, ça donne lieu à des histoires absolument fascinantes. Je crois que si on écrivait le livre des souvenirs de l'osmothèque, on aurait tous des belles histoires à raconter. Je sais que Jean Kerléo avait été à l'époque, donc Jean Kerléo, fondateur de l'osmothèque, avait été très touché par quelqu'un qui était venu sentir Arlequinade, qui voulait sentir Arlequinade, puisque c'était le parfum de sa défunte femme. Et en fait, quand on lui a sorti un flacon de l'osmothèque, donc brun, il a dit non, non, c'est pas du tout ça, c'était un très joli flacon. Et on lui a dit, mais attendez, sentez le parfum. Et quand il a senti le parfum, il s'est mis à pleurer en disant, mais vous avez fait revivre ma femme. Donc ça, Hmm. c'est la magie du parfum Osmothèque. Et j'ai un autre exemple, moi, qui m'a beaucoup touchée. On a une jeune femme qui est venue, on travaillait sur un projet culturel qui s'appelle les Microfolies. Euh, et elle était enceinte et elle nous dit, oh, mais moi, j'ai ma grand-mère qui portait, alors, je me souviens plus du parfum, mais je crois que c'était Tabac Blond de Carlon qui portait ce parfum-là. Est-ce que vous l'avez? Bah, évidemment, on l'a sorti, on lui donne la touche et avant même de dire un mot, elle s'effondre en larmes et elle me dit, je sais pas ce qui m'arrive. Bah, nous, on a compris ce qui lui arrivait. Il y avait un effet Madeleine de Proust, on va dire, qui Hmm. était tellement fort que voilà, c'était l'émotion de la justesse en fait du souvenir olfactif. Et après, elle nous a dit, non, non, mais je suis contente, je suis pas triste. C'est juste que c'est exactement ça et vous m'avez replongé dans ces moments que j'ai passés avec cette grand-mère. Donc, ça, c'est la magie hein, du parfum. Ouais, Et ça, des histoires comme ça, on en a, je vais pas dire tous les jours, mais très très régulièrement. Et c'est aussi un peu la beauté de ce de ce métier. qu'on fait, oui. Patricia de Nicolaï, qui a été longtemps présidente de l'Osmothèque, elle avait cette formule que je trouve tout à fait juste. Elle disait un conservatoire de parfum, c'est aussi un conservatoire d'émotions. Hmm. Et je pense que tout est dit, en fait, voilà. Et nous, on conserve. Et moi, personnellement, je trouve que c'est ce qui donne beaucoup de saveur à ce que je fais, c'est qu'on conserve des souvenirs, des émotions Hmm. et l'être humain étant bien fait, ce sont que des bons souvenirs. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu quelqu'un qui nous ait demandé de venir lui sortir l'affreux parfum que portait son affreux prof de français qui lui mettait que des errons dictés. C'est jamais ça qu'on a. C'est toujours lié à l'enfance, à des choses heureuses, à des vacances, à des cousins, à un premier amour, enfin des choses qui sont des beaux souvenirs en fait. Et ça, c'est assez fascinant. On n'a jamais eu quelqu'un qui nous demande un parfum pour se souvenir de quelque chose qui était pas bon ou pas bon. Oui. C'est toujours associé à du positif et c'est toujours un plaisir en fait qu'on va chercher dans la mémoire olfactive. Vous ravivez des bons souvenirs, justement. On rend les gens heureux Ah, et ça, bah écoutez, moi je trouve que rien que ça déjà, c'est ouais. quand même un beau métier. Effectivement, donc on a évoqué le parfum qui rappelait des souvenirs. Euh, Tu as évoqué aussi le rôle de conservation de l'osmothèque. Et moi, je t'avais interrogé même hors micro sur les parfums qui évoquent une époque, et notamment les parfums pendant la guerre, peut-être aussi les parfums après mai 68 ou après le Covid. Là, on est plutôt sur de l'époque contemporaine, mais comment les parfums sont des marqueurs de crise ou d'événements majeurs dans notre société? Mais je pense qu'en fait, les parfums sont toujours en prise avec l'air du temps. Ils ne sont Exactement. que l'expression, on va dire, au même titre que beaucoup d'autres choses, que la mode, que ils sont l'expression d'un air du temps, d'une envie du moment, d'un état de l'art, d'un état des techniques. Et donc, quand il y a des crises majeures, quand il y a des guerres, quand il y a des moments complexes, comme a pu être le Covid, bah, il y a toujours une réponse qui se fait et le parfum n'y échappe pas. Et donc, sa réponse, ça va être, dans certains cas,
de l'opulence parce qu'on a été privé, ou ça va être de la simplicité parce que c'était compliqué, ou un air frais de liberté parce qu'on a été enfermé. Et donc en fait, il y a toujours une réponse qui dit quelque chose de l'époque où arrive voilà ce parfum. Donc si on regarde par exemple l'après-guerre, Mm. l'après-deuxième guerre mondiale, ça a été une époque où on a vu arriver des choses peut-être plus douces, des choses plus vertes, plus fraîches, des choses. Enfin, il n'y a jamais eu une tendance, hein. On est dans un monde complexe où il y a plein de Oui, choses qui cohabitent, mais voilà, quand on sort de la guerre et qu'on fait un vent vert, ça dit quelque chose d'une envie de liberté. Quand on fait un air du temps avec des colombes de la paix, ça nous dit aussi quelque chose. mm. Voilà, et je sais pas, mai 68, alors moi j'y étais pas, j'étais pas née, mais voilà l'odeur du patchouli qui était une Ouais. odeur un peu subversive, qui disait de la liberté, qui disait aussi, voilà, qui affirmait un style, une identité. Je crois que le parfum, c'est rien de plus que ça. C'est aussi la représentation à un moment donné d'une envie. Et d'ailleurs, il n'y a pas un parfum d'une époque, il y a toujours des parfums d'une époque, tout comme il n'y a pas un vêtement d'une époque, il y a toujours des vêtements d'une époque. Et je crois que le parfum, ça, et c'est ça qui fait que c'est intéressant de le regarder sur des temps longs, c'est Ouais. qu'il est très en prise avec son époque. Quand vous avez Jean Patou qui lance en 36 Vacances. Vacances, c'est les accords de Matignon, c'est les premiers congés Mm. payés. Et ben, le parfumeur, qui était peut-être pas le prince élitiste de la place de Paris, il est dans son époque et il lance Vacances. Alors que sa clientèle était plutôt subissait peut-être plutôt les accords qui donnaient cette semaine de congés payés. Ben non, il est dans son époque, il lance Vacances et il est dans son quelque part, il est dans son époque en faisant ça. Donc ça, c'est voilà 36 les congés payés, ce qui me vient à l'esprit avec ce parfum de Jean Patou. Mais quand on remonte encore plus loin dans l'histoire, on a des parfums très patriotiques. Alors là, je pense à plutôt, on est encore avant la guerre de 14, on a des parfums qui vont s'appeler Cocorico, qui vont s'appeler Douce France, qui vont s'appeler enfin, voilà, on sent bien que le parfum, il dit toujours quelque chose Mm. de l'époque. Et quand on est sorti de la crise du Covid, où on a été confronté, on va dire, à notre enfermement, à notre absence de relations sociales, à peut-être moins de pression aussi sociale sur certains aspects, bah, on a porté quoi? On n'a pas porté des parfums statutaires qui font bien dans les dîners mondains. On a porté ce qu'on aimait, ce qui nous faisait du bien. On a porté des choses qui nous peut-être nous faisait nous évader quand on était enfermés. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette crise du Covid? Bah, quelque chose qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire une autre façon de faire du parfum, des préoccupations, on va dire, un peu différentes sur l'empreinte qu'on laisse et sur Ouais. ce qu'est un parfum, sur peut-être aussi des choses où on voit d'un parfum qui était peut-être un peu plus d'apparat, de séduction, d'image, de peut-être, oui, de personnalité à quelque chose qui nous fait du bien. Et donc, on a vu cette bascule, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la représentation, on est dans la sensation, dans ce qui nous euh, fait du Mm. bien. Je me répète, mais euh, et je crois que là, cette révolution, alors, elle serait peut-être arrivée, mais là, elle a été catalysée par cette crise Covid. Et donc, on voit bien qu'il en ressort des choses à chaque fois. Je te remercie, Anne-Cécile, pour cette présentation de l'osmothèque, de toutes ces activités, à la fois pour les professionnels, à la fois pour les particuliers, ce rôle aussi de conservation du patrimoine, ce rôle de raviver aussi les souvenirs personnels. On va terminer cet échange par une question qui, je sais, peut être un peu difficile, mais qui n'est pas piège. Si tu devais décrire notre échange par un parfum ou une odeur, quelle serait-elle? Quel serait-il et pourquoi? Alors, c'est vraiment, encore une fois, les questions pièges. Alors, Mais non, c'est pas on est piège. dans une salle qui respire des mélanges là, enfin, qui incarne 2000 ans d'histoire. Donc, j'ai plein de sensations olfactives qui m'entourent. En plus, on a les vestiges d'une exposition sur le chocolat, donc on a ces odeurs de chocolat. Et j'ai sous la main aussi ces parfums là de Chine, d'un univers olfactif qui n'est pas du tout le nôtre. Euh, et donc, si je devais résumer cet échange, j'aurais envie de dire, mais c'est un,
J'ai un patchwork là d'odeurs autour de moi qui sont le souvenir d'un voyage, qui sont la découverte d'une culture, qui sont 2000 ans d'histoire, qui sont ce pas de côté avec le chocolat. Donc j'ai une espèce de palette un peu mélangée, un petit peu diffuse de toutes ces influences qui font mon quotidien. Donc c'est pas un parfum, mais c'est plutôt finalement tous les parfums là qui m'entourent et qui représentent quand même beaucoup de beaucoup de choses voilà qui font sens dans une journée comme celle d'aujourd'hui où finalement à l'Osmothèque on est dans l'histoire, on est dans le goût, on est dans le voyage. Enfin voilà, c'est tout ça, la parfumerie. Et c'est assez merveilleux. Je te remercie avec ces multiples influences qui doivent être très enrichissantes au cours des journées à l'Osmothèque, effectivement. Je te remercie Anne-Cécile pour cet échange. Mais non, mais je te remercie beaucoup de porter la voix comme ça du parfum et de l'odorat. Et je trouve que ce sens, il n'est pas suffisamment exploité et vraiment on a besoin d'avoir des initiatives comme ça qui nous font ouvrir nos chakras de l'odorat, parce que je crois qu'il y a un monde merveilleux qui peut s'ouvrir Ouais. aussi quand on décide voilà, de laisser son nez et ses émotions capter tout cet univers odorant qui nous entoure. Je te le confirme, moi depuis que j'ai plongé dans cet univers, ça m'a permis à la fois de me reconnecter à mon intériorité, à mes émotions aussi, d'ouvrir des très belles portes et de faire de très belles rencontres, comme la tienne. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, moi, j'ai hâte d'écouter, non pas cet épisode-là, mais tous les autres qui viendront derrière. Je te remercie Anne-Cécile. Cet épisode vous a plu? Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute. Vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode? Rendez-vous sur la page Instagram de Sens Figuré ou sur mon site internet Lisez, en lien en description de cet épisode. Ensemble, sentons pour que l'olfaction devienne la boussole puissante de nos intuitions sur les êtres que nous sommes et qui nous entourent.